Madame, Monsieur, bonjour et merci de venir pour débat de presse de ce dimanche. 4 sujets convoqués au débat ce matin. D'abord, la journée nationale du paysan qui vient de s'achever à Kaya avec des propositions pour une nouvelle formule. Également, le procès à la Haute Cour de justice des membres du gouvernement Luc-Adolphe Tiao. Troisième sujet de débat ce matin, scandale financier au Conseil supérieur de la communication avec une affaire de détournement de plus du milliard de francs CFA révélée par le rapport de l'autorité supérieure de contrôle de l'État et contre la corruption. Et nous parlerons de cet accident sur la route de Pau survenu avant-hier. Et enfin, la mutinerie en Côte d'Ivoire sera le dernier sujet de ce débat de presse de ce matin. Sont venus pour le débat d'abord Ladji Bama, rédacteur en chef du journal d'investigation Le Reporter. Bonjour. Bonjour. Merci de venir pour le débat. Deuxième invité à ce débat, le grand Yacine Sanou. Bonjour. De Omega FM, bonjour. Également, là pour ce débat, Elhadj Soumaïla Rabo de Savane FM. Bonjour, Fousseni. Merci d'être venu pour ce débat. Nous attendons Arnaud Ouedraogo de l'Observateur Palga qui sera là d'un moment à l'autre. Alors, premier sujet de débat ce matin, chers confrères. Nous commençons par cette journée nationale du paysan qui a célébré ses 20 éditions cette année. Et on l'a vu avec un nouveau format d'organisation, mais aussi des propositions pour l'administration. Yacine Sanou, pour vous, cette 20e édition a-t-elle permis de rompre avec la monotonie? Pas vraiment. Elle n'a pas permis de rompre avec la monotonie, mais elle a tracé les sillons, justement les jalons, pour rompre avec la monotonie, notamment avec la décision de passer à une biennale, c'est-à-dire qu'elle sera organisée tous les 2 ans, mais également le fait qu'il y aura un secrétariat permanent, donc des JNP qui sera créé pour un peu capitaliser les différents acquis, parce qu'en 20 ans, il est difficile aujourd'hui de faire un bilan des 20 années en termes de ressources à capitaliser. Donc, je pense que le format n'a pas véritablement changé des autres éditions pour cette année, mais pour les prochaines fois, il y a des espoirs à avoir, même s'il y a encore des interrogations, notamment sur cette fameuse question de financement des GNP par les paysans eux-mêmes, avec une part constituée des paysans. Moi, je me pose la question de comment ça va se faire de façon opérationnelle, parce que là n'est pas la question pour moi. L'État peut toujours porter cette activité et inviter le maximum de paysans, parce que il est quand même difficile pour moi de faire contribuer financièrement, en tout cas, les paysans à une activité qui est pour moi une activité de communication gouvernementale. On l'a vu un peu avec le show des ministres et du président. Oui, Ladji Bama, le show des présidents et des ministres, on l'a vu, on avait l'impression à un moment donné que la tenue de cette journée nationale du paysan, c'est comme une foire où des politiciens en mal de notoriété viennent s'exhiber. Est-ce que vous pensez que les choses commencent à changer? Moi, je pense qu'il faut que peut-être on attende de voir. Parce que là, c'est vrai, comme Yacine l'a dit, des idées viennent d'être lancées. Moi, j'attends vraiment de voir ce qu'on mettra exactement dedans pour pouvoir apprécier. Parce que dès cet instant, déjà, on ne peut pas dire que quelque chose a changé. Ce n'est que des intentions qui sont annoncées. Et puis, bon, voilà. Déjà, mais je crois que déjà, on peut déjà apprécier ça. Parce que on a toujours déploré ici le fait que cette manifestation, ces journées nationales du paysan sont toujours organisées. On n'a jamais pu faire un bilan en tant que tel de toutes ces éditions passées. Qu'est-ce que ça nous rapporte exactement? On n'a jamais pu le dire. Maintenant qu'on songe à vouloir capitaliser quelque chose, je crois que l'idée est déjà bonne. Mais je dis que attendons de voir ce qu'on met dedans, parce qu'avec ces autorités-là, ce n'est pas les intentions qui ont manqué, les intentions ont toujours été... Oui, on parle d'un secrétariat permanent pour conduire les engagements pris au cours de ces rencontres. On parle de changer la périodicité, ce n'est plus annuel, mais on va aller à chaque 2 ans. On parle plus d'impliquer davantage les producteurs dans l'organisation même de la manifestation. Parce que quelqu'un l'a dit, une chose est d'être dans une commission, d'être membre d'une commission, une chose est de travailler dans une commission. Oui, c'est ce que je dis. En fait, tout ça là, ce n'est que des idées comme ça qui sont là. Moi, je pense que c'est surtout ce qu'on mettra exactement dedans qui va faire la différence. Parce que le gros problème de cette manifestation, c'est surtout ce qu'on a toujours dit, hein, c'est plus un outil de clientélisme politique.
Maintenant, si on dit qu'on veut vraiment impliquer les paysans dans la chose, parce que c'est leur journée à eux, si on s'est rendu compte que c'était toujours fait sans les paysans, que maintenant on veut les impliquer véritablement, moi je dis c'est bien. Mais attendons de voir qu'est-ce qu'on met dans cette implication véritable des paysans, que ce ne soit plus une tribune pour venir faire du clientélisme politique, où on va essayer de contenter des amis politiques dans le monde paysan pour attendre des retombées à la prochaine élection. Si vraiment on est de bonne foi, qu'on veut vraiment impliquer les paysans pour que ça puisse faire avancer la chose paysanne, c'est bon. Maintenant, attendons de voir. Oui, et Soumaïla Arabo, les paysans, pour ne pas dire les producteurs, ont eux-mêmes estimé qu'ils sont en mesure aujourd'hui de parler de leurs problèmes et qu'ils sont en mesure de porter leurs préoccupations et qu'ils ne demandent que l'accompagnement financier, comme l'a dit Yacine Sanou, et souvent technique pour conduire à mieux ce qui les préoccupe. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'aujourd'hui, ils sont écoutés? Je crois que oui. Je crois que oui. Pour élargir un peu le débat, je pense qu'au Burkina, il y a souvent eu de belles idées. À côté de la Journée nationale du paysan, il y avait le Forum des femmes. À côté du Forum national des femmes, il y avait le Forum national de la jeunesse. Tout ça, je crois que c'est de bonnes initiatives. Mais il ne faut pas en faire des tribunes de pêche des électeurs. Voyez-vous, si c'est vraiment fait de bonne foi, ça nous permet d'avancer. Et on a vu comment la Journée nationale du paysan a permis aux paysans d'engranger des gains. En tout cas, malgré tout ce qu'on peut reprocher aux JNP qui se sont succédés depuis 20 ans, on peut dire que ça a permis au moins aux paysans de soulever les vrais problèmes. Je prends comme exemple la question de la banque agricole. Moi, je sais que depuis que je suis les JNP, pratiquement depuis 10 ans, les paysans en parlent. Ça n'a jamais fait l'objet d'une concrétisation, mais au moins ça suscite le débat. Je crois qu'il fallait l'occasion pour que le débat soit soulevé. Ce que je dis aujourd'hui, tel que les choses se présentent, les paysans sont suffisamment autonomes pour gérer leur JNP. Je crois que le président a émis des réserves par rapport au financement, mais je crois que ça n'a pas lieu d'être. Parce que, comme Bazaga Dao l'a dit, il demande un accompagnement de l'État. Voilà, il demande un accompagnement au départ et ils vont eux-mêmes se prendre en charge progressivement parce qu'ils peuvent faire des retenues sur des exportations de productions agricoles. Ils peuvent voir dans certaines filières qui rapportent plus aux producteurs agricoles comment ils peuvent faire des prélèvements pour financer eux-mêmes les JNP. Et aujourd'hui, il y a suffisamment de spéculations sur lesquelles on peut obtenir des prélèvements pour financer les JNP. Ils ont également demandé que le ministère de l'Agriculture se mette un peu en retrait pour leur permettre de prendre en charge eux-mêmes leur JNP. Ils ont demandé que le secrétariat permanent ne soit pas caporalisé par l'administration, histoire de mieux faire le suivi et l'évaluation. Je pense que sur toute la ligne, leurs propositions sont pertinentes. Vraiment, si on va dans ce sens-là, ça va nous aider. Maintenant, moi je souhaite que le gouvernement accompagne sincèrement les paysans, que le gouvernement ne fasse pas à leur place ce que les paysans doivent faire. Voilà. Voilà ce qu'il peut faire, parce que moi je me rends compte qu'il peut faire beaucoup de choses, parce qu'ils ont des organisations paysannes aujourd'hui très professionnelles, avec parfois une administration même qui les accompagne, des techniciens et d'experts vraiment chevronnés, parce que j'en ai fait l'expérience avec par exemple l'Europa, avec la CPF, j'ai suivi un peu et j'ai vu jusqu'à quel point ils sont accompagnés par des experts qui savent ce qu'ils veulent, vous voyez, au niveau du Burkina comme au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut faire l'accompagnement. Il faut se mettre dans le processus de l'accompagnement des paysans pour gérer eux-mêmes leur journée nationale du paysan. Et tous les 2 ans, je pense qu'on va voir que tout de suite, on va déboucher sur des résultats assez intéressants. Oui, en attendant de revenir à vous, Yacine Sanou, Arnaud Ouedraogo nous a rejoint. Arnaud, bonjour. Voilà, on parle de la journée nationale du paysan qui a fêté ses 20 éditions hier à Kaya. Et on a tout dit sauf certainement le bilan de ces 20 éditions. Mais si le bilan n'a pas été dit alors que c'est prévu dans le thème, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à retenir de ces jamborees politiques, on va le dire comme ça, parce que les journées nationales de paysans, depuis 1993, lorsqu'elles ont été instaurées, ont été quelquefois, sinon même la plupart du temps, détournées de leur objectif premier qui était de donner
un cadre d'expression et d'organisation du monde paysan, afin que le Burkina Faso, comme l'avait rêvé un certain Thomas Sankara, s'autosuffise sur le plan alimentaire. Malheureusement, ce qui a été donné à voir, c'est que c'est de bonnes recommandations, de bonnes résolutions qui sont prises à chaque édition, ensuite qui sont rangées dans les tiroirs, sinon même jetées à la poubelle. La mise en œuvre est un peu difficile, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de bilan, on ne peut que rappeler la naissance de structures de gauche à droite, la tenue de certaines rencontres, mais concrètement sur le terrain, il n'y a pas grand-chose. La preuve est qu'aujourd'hui, le Burkina Faso qui a les capacités de produire suffisamment de riz, on parle aujourd'hui de riz en plastique qui circule au Burkina, du riz importé de qualité avariée. Tout ça parce qu'en 20 ans, les journées nationales de paysans n'ont pas pu résoudre ces questions-là. Et moi, je trouve que, bon, c'est déjà bon qu'on pense à réorienter les choses, à commencer par le format et aussi par la périodicité. Mais toujours est-il que, si, comme vous le dites, si le bilan n'a pas été clairement établi, c'est parce que, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Yassine Sanou. Non, je pense que Ladji Bama a résumé parfaitement la situation. Attendons de voir, parce qu'il ne faut pas présager de la récolte avant même la saison des pluies, parce que là, il n'y a que des décisions sur le papier. Pour ce qui est même de la biennale, on a vu en 93, lors de la GNP à Léo, on avait décidé de passer à une biennale, mais en 90, on est revenu à la formule. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'on va cette fois-ci tenir la biennale, même déjà? Qu'est-ce qui prouve que les différentes résolutions qui ont été prises vont être tenues? Moi, j'attends juste de voir la mise en œuvre sur le terrain. Et déjà, on ne sait pas d'abord où est-ce que va se tenir la prochaine GNP. Donc, il faut attendre de voir. Okay. Attendons donc de voir. Oui. Moi, je pense qu'on n'a pas beaucoup de raisons de douter, quoi. Parce que moi, j'ai quand même confiance aux producteurs. Hein. Moi, je crois que si le gouvernement veut après les mener en bateau, ils vont refuser. Ils ont le droit de refuser. Ils ne sont pas obligés de se faire inviter pour aller s'asseoir pour raconter n'importe quoi. Ils en ont le droit, mais est-ce qu'ils en sont capables? Oui, moi je crois que oui. Moi je crois que oui, je crois qu'ils en sont capables. Hein. Vous savez, Bazara Dao, moi je l'ai écouté hier. En 2016, à Tinkorogo, c'était l'ancien président du ROPA qui avait parlé. Sissoko. Vous savez, moi je crois qu'ils sont aujourd'hui assez éveillés. Et ils participent aux grands forats mondiaux sur les questions agricoles. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont boycotté les OGM ici, il y a quelques mois. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, là, ils savent où ils veulent mener leur agriculture. Ils ont résisté contre les accords les accords de partenariat économique. Ils ont dit non ici. Je ne me souviens pas. J'avais une autre idée. En fait, je veux dire, aujourd'hui, les producteurs agricoles, là, ils savent ce qui les arrange, ils savent ce qui ne les arrange pas. On ne parle pas des producteurs, on parle de la pertinence et du format de cette rencontre. Non, je vous dis... Qu'est-ce que tu as retenu des JNP 2017, à part bien sûr la partie de boxe? Non, je vous dis, vous émettez des doutes sur le fait que le consensus qui s'est dégagé à Kaya peut ne pas être mis en œuvre. Moi, je dis, il n'y a pas lieu d'en douter. Parce que j'ai en face de moi... Non, parce que je me dis, nous avons des producteurs agricoles qui sont de plus en plus responsables, qui savent comment le monde fonctionne, qui savent de quoi ils ont besoin comme accompagnement de l'État pour avancer. Ils savent que, et je vous l'ai dit, Bassaka Dao, quand il a pris la parole hier à Kaya, il a dit, en 1966, quand lui il a décidé de se lancer dans l'agriculture, il avait le BPC et il pouvait être un enseignant. Il aime l'agriculture et il y est allé. Il y est jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Si quelqu'un vient, il veut l'amener au MPP, pour que Bazara Dao travaille, fasse son agriculture pour le MPP, il va dire non. Et je sais qu'à côté de Bazara Dao, il y a d'autres producteurs agricoles qui sont à ce niveau de conscience-là. Donc, je dis, ils ont fait des propositions. Le président a dit devant tout le monde, nous étions témoins, que le consensus s'est dégagé sur la périodicité, sur le secrétariat permanent. Sur le financement, il a émis quelques réserves, mais c'est quand même acquis. Il a dit qu'il est d'accord pour que le secrétariat permanent ne soit pas animé par les services du ministère de l'Agriculture. C'est un consensus clair. Bazara Dao a dit que le Premier ministre les a rassurés que le dossier de la Banque agricole est prêt à être déposé à la Banque centrale pour que la Banque agricole soit créée. Moi, je crois que les producteurs agricoles sont assez responsables pour bousculer le gouvernement dans ce sens-là. Maintenant, ce que moi j'ai dit pour terminer, ce que les producteurs agricoles ne peuvent pas faire et que l'État doit faire, c'est de tout faire pour
et ça j'ai senti ça dans les discussions, spécialiser les régions. Parce que le Premier ministre a dit, on va faire des écoles agricoles en fonction des spécificités agricoles, des lycées techniques agricoles en fonction des spécificités régionales. C'est-à-dire, si à Léo, à Gawa, ce sont des tubercules qui sont cultivés, on va faire en sorte que le lycée technique professionnel là, se spécialise dans la culture des tubercules, voilà, manioc, igname, etc. Si du côté, je ne sais pas, de Dori, c'est plutôt l'élevage, on va faire en sorte que le lycée technique là soit spécialisé dans les aliments à bétail, dans la transformation du lait, etc., etc. Moi, je crois que c'est ça que l'État doit faire. Et sur ça, il n'y a pas que les producteurs agricoles, la société civile, nous autres journalistes, on doit bousculer le gouvernement pour qu'il aille dans ce sens-là. Ok. Ladi Bama. En fait, moi, je voulais juste... je veux bien partager l'optimisme de mon ami Rabo. C'est vrai, en l'écoutant, on sent qu'il est bien imprégné des réalités du monde paysan. Je suis d'accord avec lui qu'il y a peut-être des gens parmi les paysans qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils veulent aller, qui sont bien avertis des questions paysannes. Mais posons-nous la question aussi du côté des autorités politiques. Est-ce qu'ils sont aussi dans la même dynamique? Est-ce qu'ils sont de bonne foi? C'est ça tout le problème. Parce que ici, tout ne dépend pas que des paysans. Hein. Parce que le monde paysan, c'est un gros enjeu, à la fois économique et politique. Et nos politiques n'ont jamais accepté de laisser ça comme ça à la bonne volonté de ces paysans-là. Souvent, c'est malgré qu'ils sont entraînés. On a vu ce qui s'est passé avec l'organisation des cotonculteurs. Le président était devenu pratiquement un valet du système Compaoré. On a vu, moi j'ai fait une enquête dans ce milieu-là, on a vu comment il a pu détourner carrément même des fonds de cette structure-là pour faire même des gadgets publicitaires pour le parti au pouvoir. Okay. Et ça, les politiques ne sont jamais prêts à laisser ça comme ça au monde paysan. Donc c'est des réalités qu'il faut qu'il faut prendre en compte dans ces genres de choses. Vous êtes d'accord quand même, Ladi Bama, que quand ce qu'on reproche à l'ancien président de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton, justement, est arrivé, les cotonculteurs se sont levés, ils ont dit non, ils ne veulent plus de lui. Et ça a créé la crise qui a abouti à la mise en place d'un administrateur provisoire et puis aux nouvelles élections. Donc c'est pour vous dire qu'ils ne vont plus accepter comme avant. Voilà. Ils ne vont plus accepter comme avant. Voilà, parce que si Karim Traoré a fait des gadgets pour le CDP, ils ne vont pas accepter. Oui, Arnaud? Oui, mais j'aimerais bien partager l'optimisme de Rabo et tout l'espoir qu'il porte par rapport à cette question. Mais malheureusement, après 20 éditions, moi quand je regarde ce qui a été fait, je ne vois pas la volonté politique du gouvernement par rapport à notre agriculture. Jusque-là, nous importons du riz. Alors que rien que la vallée du Sourou peut nourrir tout le Burkina en riz. Mais qu'est-ce qui est fait? Il y a de beaux projets sur papier. On allait donner de l'argent à certains jeunes qui sont habitués à aller en boîte de nuit comme moi, pour qu'ils aillent cultiver la terre, mais au bout de quelques mois, et ces gens-là, ils retournent en ville et ils laissent... En fait, il n'y a pas une volonté claire de mener notre agriculture à un véritable développement. Je ne parle même pas d'industrialisation, pour qu'on atteigne juste l'autosuffisance alimentaire. Mais c'est pourquoi moi, après tout ce qui a été dit, le consensus qui s'est dégagé à Kaya, moi j'attends le maçon au pied du mur pour en avoir le cœur net. Sinon, par rapport à ce qui est passé, on ne peut pas leur donner notre crédit. C'est difficile. Non, ce que moi je dis, ce n'est pas par rapport au passé. Ce n'est pas par rapport au passé, rien à voir avec le passé. Parce que j'ai dit ce qui a manqué, c'est la bonne foi. C'est-à-dire qu'on a créé la JNP parce qu'on sait qu'il y a un intérêt, mais derrière, il y a des visées électoralistes. Voilà, et c'est ce qu'on a vécu pendant les 20 ans. Mais je dis, on est à une période post-insurrectionnelle et les choses ne peuvent pas se passer comme avant. Voilà. Oui, Yacine Sanou, je m'en voudrais de ne pas évoquer cet incident entre un journaliste, le président de l'association des journalistes du Burkina, agressé par un gendarme, une violence gratuite et incompréhensible. Nous étions là-bas, nous l'avons vu, au-delà de tout ce qui se raconte. Et cela pose également, et les excuses du président, cela pose les rapports des journalistes avec les forces de sécurité, souvent lors des grands rendez-vous. Pour vous, qu'est-ce qui ne va pas? Pour moi, c'est vieux comme le monde. Hein. Pour moi, les rapports entre les forces de sécurité et les journalistes, c'est comme entre la langue et les dents. Forcément, vous allez vous mordre un jour. Parce que si le gendarme fait bien son boulot et que le journaliste fait bien son boulot, il y a forcément des intérêts qui ne vont pas ensemble. Donc, pour moi, c'est genre de... Malheureusement, pour ce cas précis, il a été pour moi assez incongru. Mais c'est genre de... Tous les jours, presque toutes les grandes manifestations, on a ces frictions-là
entre journalistes et sécurité. Parce qu'il faut intégrer dedans, pas les personnes, pas les deux camps, mais en fait, c'est l'organisation. Parce que c'est les organisateurs en général qui n'ont pas ce dispositif-là, qui permet aux journalistes d'être en ligne de front, puisqu'ils savent très bien le mouvement que peuvent faire les journalistes, mais également à la sécurité de se positionner, parce que il y a forcément, un journaliste a forcément des besoins sur un terrain à faire, un déplacement à faire, et le gendarme a aussi des instructions qu'il a reçues, l'agent de force. Donc, pour moi, ces fictions ne vont jamais finir tant qu'on aura cet amateurisme dans l'organisation de nos cérémonies. Oui, Ladjibama, d'aucuns estiment que c'est, au-delà de l'agression d'un journaliste, c'est même l'institution presse qui est agressée, violentée et rabaissée. Est-ce que c'est votre avis? Enfin, c'est tellement délicat. Parce que là, je ne sais plus quoi dire. Voyez-vous, quand on regarde les faits, normalement, comme Yacine l'a dit, on aurait pu considérer que bon, c'est des choses qui doivent arriver parce que quand on regarde bien au fond, Yacine l'a bien dit, hein, c'est-à-dire qu'il y a un journaliste qui veut bien faire son travail et que le gendarme veut bien faire son travail, forcément il doit avoir des fictions. Parce que le journaliste qui veut bien faire son travail, il doit approcher des autorités, tendre son micro, pouvoir recueillir des choses. Et le gendarme, lui, c'est ce qu'on lui a donné. Il ne faut pas laisser ces gens-là approcher ce monsieur-là parce que bon, il est tellement important pour nous. Voilà. Donc ça ne peut pas aller ensemble. Et si ça ne tenait qu'à ça, bon, on pouvait se comprendre et puis se dire que bon, c'est des choses, on doit pouvoir. Mais souvent, quand on regarde certains cas, par exemple le cas de Kaya, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est comme une forme d'acharnement qu'il y avait envers ce journaliste-là. Parce que moi, je n'ai pas compris que... Il était très loin de ce que certains ont estimé la ligne. C'est vrai que je n'étais pas sur les lieux, mais pour les témoignages que moi j'ai pu recueillir, c'est que... On a des vidéos, on a des témoignages, oui, on a des photos. On lui reproche d'avoir franchi une ligne un cordon de sécurité qu'il ne devait pas franchir. Or, il semble que quelques minutes avant lui, il y a eu toute une foule qui a enjambé cette même corde pour aller chercher des chaises à l'autre côté pour revenir dans l'enceinte de la cérémonie, sans que ce même gendarme qui était arrêté là, qui regardait la scène, n'ait réagi. Et le pauvre qui s'est levé en tant qu'il avait besoin de se soulager, elle a enjambé la même corde, allait se soulager, en revenant, il trouve qu'il ne devait pas enjamber cette corde, que c'est interdit. On ne peut pas comprendre ça. Pourquoi il n'a pas interdit aux autres qui ont déjà enjambé la même corde là, de l'enjamber, et que c'est à ce dernier-là qu'on dit qu'il ne doit pas toucher à cette corde parce que c'est une consigne de sécurité. On ne peut pas comprendre ça. Et ça, c'est en cela que moi je trouve que souvent, et en plus, j'ai même compris qu'il avait un badge hein, qui l'identifiait bien comme un journaliste. Bon, les gens, tu référais du tout sécurité, vont dire oui, le badge n'exclut pas que bon, un terroriste puisse prendre un badge et puis arborer pour. Mais quand même, il est allé le soulever parmi ses confrères et tout ça. On lui a dit non, c'est un journaliste, mais c'est un encharnement qu'on ne doit pas pouvoir tolérer, c'est pas bon. Quand c'est pas bon, il faut pouvoir le dire. Et souvent, quand ils aiment faire de bonnes choses, on le dit. Mais là je dis qu'ils ont déconné, il faut pouvoir le sanctionner. Voilà. On passe au deuxième sujet de ce débat de presse, la Haute Cour de justice, le procès à la Haute Cour de justice. Soumaïla Rabo, décidément, le président Bebrigda Mathieu Ouédraogo n'arrive pas à faire trembler les choses. Ah, Bebrigda, vous parlez de la traduction littérale de ce nom-là. Oui, il porte un nom qui est quand même évocateur. Non, à la Haute Cour de justice, moi j'ai déjà dit ça ici il y a quelques semaines, hein, j'ai dit qu'on peut être rapidement déçu de l'issue de ce procès parce que, voilà, le droit, c'est pas toujours la vérité. Hein. Non. C'est la paperasserie, voilà. C'est la phraséologie, mais c'est pas toujours la vérité. Et moi, j'en suis convaincu. Je suis pas sûr que c'est toujours la justice non plus. Parce que le débat qui est mené actuellement sur les affaires de recours possibles ou non, sur les affaires de rétroactivité, pour moi, vraiment, ça doit être balayé rapidement pour qu'on aille au procès. Voilà. J'ai entendu des avocats, des ministres du régime Compaoré dire que Hissène Habré a été même jugé avec des recours. Je suis d'accord, c'est une bonne jurisprudence. Mais en même temps, la Cour qui a jugé Hissène Habré, les tribunaux, les chambres africaines extraordinaires ont été créées des dizaines d'années après la commission des faits. Voilà, donc on ne peut pas venir dire on a arrangé les textes sur la Haute Cour de justice en 2015 et on veut les appliquer à nos clients en 2017. Non, ça ne tient pas. Pour moi, la rétroactivité porte sur la loi pénale qui définit et qui prévoit les peines des différentes infractions. Et sauf si
mes cours de droit me trahissent, notre code pénal ne date pas quand même de 2014. Voilà, l'homicide, les complicités d'homicide, les complicités d'assassinat, les complicités de coups et blessures, je crois que ça a été défini antérieurement à la commission des faits. Donc, il ne faut pas venir dire que la Cour est postérieure à la commission des faits. Charles Taylor a été jugé par les tribunaux spéciaux de la Sierra Leone, pour la Sierra Leone, où Maître Passeri était commis comme avocat. Ces tribunaux ont été créés longtemps après la commission des faits par Charles Taylor, mais il a été condamné. Hissène Habré n'a pas reconnu la légalité de la Cour qu'il a jugée à Dakar, mais il a été condamné. Maintenant, sur les recours possibles, oui, il demande de saisir le Conseil constitutionnel. Moi, je dis que la Haute Cour devrait pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Ça n'enlèvera en rien la suite du procès, parce que je suis convaincu que le Conseil constitutionnel, même s'il dit qu'il y a une anticonstitutionnalité dans les textes qui organisent la Haute Cour de justice, va définir l'autre tribunal qui va juger ces prévenus-là. Parce que le Conseil constitutionnel ne peut pas consacrer une impunité dans des cas aussi graves. Si le Conseil constitutionnel dit la Haute Cour est anticonstitutionnelle et elle ne peut pas juger le dernier gouvernement Compaoré, le Conseil constitutionnel va en même temps dire quel tribunal va les juger. Donc pour moi, il n'y a pas de blocage possible. Il n'y a pas de blocage possible, sauf si on veut faire en sorte que tous ces jeunes-là soient morts pour rien. Oui, Arnaud, on a donc difficilement la capacité de comprendre un peu cet tâtonnement. Et d'aucuns même ont pensé que c'est lié à ces malformations congénitales à la mise en place de qui ont prévalu à la mise en place de cette Cour de justice. C'est vrai. Dimanche dernier, on était sur ce plateau. On avait entre griffes prédit le renvoi qui a eu lieu lundi passé. Et j'ai l'impression qu'on va encore redire la même chose aujourd'hui pour demain, parce que je ne suis pas aussi prononcé sur les questions de droit comme Rabo. Mais ce que je pense, c'est que cette haute cour-là, franchement, on l'avait déjà dit ici, elle ne rassure pas ceux qui sont en quête de justice. Parce qu'au regard des tâtonnements que nous voyons, on a parlé de la Cour qui a refusé de se prononcer sur une question pour aller produire un communiqué après. Plus tard, on nous fait comprendre que ce communiqué n'émane pas en réalité du service de communication de la Haute Cour. Maintenant, qui a produit ce communiqué? On ne sait pas. Alors que ce communiqué portait, c'était signé du service de la communication et des relations publiques de la Haute Cour de justice, avec le cachet du procureur près la Haute Cour de justice. Une anomalie même déjà dans la signature qui confirme, enfin, qui nous conforte dans notre position de tâtonnement, là, enfin, dans notre vision que nous avons de cette Haute Cour-là. Parce que lorsque les avocats invoquent certaines lois qui ne sont pas respectées, certaines règles qui ne sont pas respectées, notamment justement le droit à pouvoir faire appel, ils ont raison. Il y a des textes qui le disent. Maintenant, ils ont demandé à la Haute Cour de justice de s'en référer à la Cour constitutionnelle. Moi, je ne vois pas pourquoi la Haute Cour de justice est réticente à s'en référer à la Cour constitutionnelle. J'espère que le retour demain lundi nous donnera des réponses, en tout cas allant dans le sens que le procès se tienne enfin et que justice soit dite. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi on contourne la Haute Cour de justice alors que l'institution est là pour ça. Donc, sur cette question, je pense qu'il y a aussi des faits antérieurs que la Haute Cour de justice a dans sa main peut-être. Parce que pour ce qui est de son fonctionnement, de la loi portant fonctionnement et puis organisation de la Haute Cour de justice, déjà on a la Chambre constitutionnelle à l'époque, en 1995, qui s'est prononcée, qui a jugé conforme à la Constitution. On a en août 2015 également le Conseil constitutionnel présidé par l'actuel président, le même président Kassoum Kamou, qui a jugé conforme la loi portant modification des attributions de la Haute Cour de justice, conforme à la Constitution. Donc, ce n'est qu'un retour en arrière. Mais ces avis ne comportent pas les questions soulevées actuellement par les avocats. Tout est lié à la constitutionnalité de la Haute Cour de justice. Ces avis ne concernent pas la capacité à faire recours après. Non, ça n'enlève pas le droit. Voilà. Ça n'enlève pas le droit aux avocats de demander un autre contrôle a posteriori. Mais le contrôle a priori
vise à demander, c'est-à-dire au moment où on adopte un texte à l'Assemblée nationale, il y a une obligation d'envoyer le dit texte-là au Conseil constitutionnel, qui regarde si le texte que les députés viennent de voter est conforme à la Constitution. Et ce contrôle, a priori, il a déjà été fait par le Conseil constitutionnel en août 2015. Et c'est de ça que Yassine Sanou parle. Non, je suis désolé, je n'ai pas exactement l'avis qui a été émis par le Conseil constitutionnel en 2015, mais c'était sur une question donnée qui ne concerne pas la question soulevée actuellement. Non, j'explique le principe. Ce n'est pas sur une question. C'est-à-dire, si on vote une nouvelle loi aujourd'hui sur les femmes, on envoie la loi, c'est le président du Faso qui envoie la loi au Conseil constitutionnel qui regarde est-ce que ce qu'on dit dans la loi sur la femme burkinabé là est conforme à la constitution burkinabé. Et ça, le Conseil constitutionnel va regarder article par article. Est-ce que vous ne violez pas la constitution? Donc vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que le Conseil constitutionnel n'avait pas vu que dans la haute cour de justice, il n'y a pas de possibilité de recours. Kassoum Kambou l'a vu et il a dit que c'est constitutionnel. Il y a une question il faut noter que... Yassine, vous terminez et Ladjibama... Je pense que c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment un feuilleton judiciaire. Et je suis vraiment meurtri qu'on n'ait pas cette médiatisation-là, c'est-à-dire qu'on ne l'ait pas en direct. Parce que c'est un cas d'école, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Parce qu'au-delà de cela, la question des recours, il faut noter aussi un fait. Le procureur auprès de la Haute Cour de justice n'est autre que le même procureur auprès de la Cour de cassation. On a mis la Haute Cour de justice au même niveau, au même degré que la Cour de cassation, donc dernier degré. Donc il faut comprendre que ceux que l'on a face aujourd'hui connaissent bien le monstre, connaissent les avantages et les inconvénients du monstre et que chacun tire du côté qui l'arrange. Bien sûr, les avocats de la défense vont toujours tirer du côté qui les arrange. Mais tout cela, je pense que tout cela, c'est ce qui rend intéressant le débat au prétoire. Parce que il est question aujourd'hui de trancher pour l'avenir. C'est-à-dire, aujourd'hui, on connaît bien les reproches faits à la Cour de justice. Tous ces fondements-là, c'est-à-dire son alliement judiciaire qui fait que, juridictionnel plutôt, qui fait qu'il n'y a pas de recours après sa décision. Le fait que sa loi est nécessairement entérinée. Ça a été entériné, comme je l'ai dit, en 1995, en 2015 encore, par le Conseil constitutionnel. Donc, il y a ces faits-là. Maintenant, il y a le jugement par rapport aux acteurs du moment. Parce que je pense que le débat, en fait, tourne autour de ça. On estime qu'aujourd'hui, c'est un bébé qui juge sa maman. C'est-à-dire que c'est un peu ça le débat. Donc, on tire sur cela en disant que non, de toute façon, c'est la maman qui a mal fait le bébé. Je suis désolé d'utiliser cet exemple un jour de fête de mère. Mais en fait, c'est cet exemple-là qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui que le bébé a été mal conçu et que c'est la faute de la maman. Donc, elle doit pouvoir souffrir de ses propres turpitudes devant le bébé qu'elle a créé. Donc, pour moi, ça infantilise le débat. Mais ça reste intéressant parce que ça présage de l'avenir. On a vu les avocats quitter le tribunal, tout de suite on a lancé qu'ils sont déportés, alors que non. Demain on verra, toutes les questions sont là. Demain, vont-ils revenir défendre les clients ou bien les clients auront des nouveaux avocats commis d'office qui vont eux aussi demander un nouveau délai pour mieux connaître les dossiers et mieux défendre. Tout cela, c'est des questions qui sont intéressantes et qui, à mon avis, devraient être portées à la connaissance de tout le public burkinabé. Ladjibama. Non, en fait, moi, sur cette question-là, je pense que on se laisse avoir par un jeu malsain que les gens de l'ancien régime ont réussi à asseoir par rapport à cette haute cour. Et moi, je pense qu'on doit mettre fin à ça parce que c'est indécent quand même de venir aujourd'hui poser le problème de... C'est vrai, on est tous d'accord que la haute cour, il y a des problèmes. Il y a des problèmes objectifs qui sont posés en droit, il y a des questions qui sont posées qui sont assez pertinentes, donc on ne peut pas pouvoir se dérober facilement comme ça. Mais contrairement à Yassine qui pense qu'il peut pas on ne doit pas pouvoir leur imputer ça, moi je pense que c'est eux qui ont fabriqué ce monstre-là, dont ils veulent se défaire aujourd'hui. Un machin qui a été créé depuis 1995, on est aujourd'hui en 2017. Vous avez été au pouvoir pendant tout ce temps, vous n'avez pas pris le soin de le mettre en état de fonctionner. Et aujourd'hui, vous êtes devant cette même cour que vous avez fabriquée et vous venez vous prévaloir du fait que cette cour-là n'est pas bien pour vous juger, pour remettre ça en cause. Qui a fabriqué cette cour? C'est bien vous, là. Hein? Moi, je trouve que c'est très indécent pour eux, même si je reconnais que la cour, effectivement, il y a des problèmes, mais ce n'était pas à eux de venir nous poser ce problème aujourd'hui, parce que c'est eux qui avaient la latitude. Mais nous sommes en droit. Hein. Mais justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est le fait que ce soit indécent qui, moi, m'indigne
Et c'est vrai qu'on est en politique, mais il ne doit pas pouvoir se prévaloir de ça. Ce n'est pas possible. Maintenant, je reconnais qu'on est en droit, et si on n'arrive pas à bien domestiquer ça, je l'avais déjà dit ici, lors de la dernière édition de cette émission, qu'il faut qu'on trouve les voies et moyens pour vraiment domestiquer ces problèmes ici au Burkina. Parce que si on n'arrive pas à bien gérer ça, ils vont là à l'international, ça va avoir encore d'autres problèmes plus graves qu'on aura à gérer. Mais il faut prévoir ça. Hein. Ils s'organisent pour aller devant la Cour de justice de la CEDEAO. Voilà. Où le président est aujourd'hui un ancien ministre de la Justice de Blaise Compaoré. Non, moi je crois que les choses sont faites. Et je l'ai dit. Non, je l'ai dit. Mais vous dites qu'il n'y a pas de recours là. Il y a eu un recours. Quand il y a eu la loi qu'on appelle la loi Chérif, qui a été validée par le Conseil constitutionnel burkinabé, vous êtes allé devant la Cour de justice de la CEDEAO, vous avez eu gain de cause. Donc, si vous êtes condamné, ou si vos clients sont condamnés devant la Haute Cour de justice du Burkina Faso, vous avez d'autres recours. Le monde ne s'arrête pas aujourd'hui, juridiquement parlant, au Burkina Faso. Oui, non. Arnaud, finalement, les blessés, les parents des victimes attendent toujours. On est dans un... Et malheureusement, une autre encore anomalie de cette cour, en tout cas en ce qui me concerne, c'est le fait que les victimes et parents de victimes ne puissent pas se constituer en partie civile. Voilà, et ça c'est vraiment dommage. Ça veut dire qu'on prononcera des peines, mais il n'y aura pas réparation. Et ça, c'est dommage aussi. Et les blessés, quand même, se sont sacrifiés pour une cause dont tout le Burkina jouit aujourd'hui, enfin, ou espère jouir en tout cas dans l'avenir. Mais au finish, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Qu'est-ce que ceux qui ont perdu leurs proches là gagnent dans ce tâtonnement-là? Et même si le procès a lieu et que des gens sont condamnés, ceux en tout cas qu'on accuse d'avoir donné, ceux qui auraient donné l'ordre de tirer sont condamnés, quelles réparations ont-ils? Même le cas de Hissène Habré dont Rabo évoquait tout de suite, il y a des réparations qui sont prévues. Donc je pense aussi que cette haute cour de justice-là porte aussi en elle cette anomalie-là qui mérite d'être soulignée. Les avocats profitent des failles qui sont les siennes. Maintenant, et c'est de bonne guerre. Là, Dibama disait, c'est eux qui l'ont enfanté, c'est eux qui l'ont mis en place. Qu'est-ce qui prouve que ça n'a pas été taillé sur mesure? Voilà. On sait qu'on est au pouvoir. Demain, on pourrait être jugé. Donc, on va fabriquer une cour bizarre, bancale, brinque-ballante, qui ne pourra pas dire le droit comme il faut. Peut-être que ça avait été programmé, je ne sais pas, mais toujours est-il que si ça a été programmé comme ça, il faut trouver le moyen de corriger cela. C'est pourquoi je dis, même si, comme vous le dites, la Cour constitutionnelle s'était prononcée sur ça, mais qu'elle se reprononce sur ça alors? Moi, je ne vois pas le problème. D'accord. On attend demain. La reprise est prévue pour demain 15 mai. On attend pour voir ce qui va se passer. On en vient à notre troisième sujet de débat ce matin, à savoir l'affaire de détournement au Conseil supérieur de la communication. Là, Dibama, un demi-milliard de francs CFA sans trace. Et comment la présidente et son DAF peuvent être arrivés à cela. On se pose la question de l'opinion. Vous demandez à la les stratégies. Comme c'est une journaliste d'investigation. Tout à fait. Non, je ne peux pas répondre. Je dois avouer que je ne suis pas en mesure de répondre à cette question parce que je ne m'y connais pas. Peut-être que... Détournement. Mais en enquête, il y a parce l'investigation. Non, je pense qu'il y a une personne qui peut bien répondre. C'est la présidente du CSC. Puisque c'est elle qui l'a fait, elle doit pouvoir répondre. Et je pense qu'elle va répondre parce que elle est d'ailleurs journaliste aussi, donc pour sa dignité, pour son honneur, elle doit pouvoir donner des explications parce que c'est ce qu'on a toujours entendu. Je crois même déjà que dans les coulisses, elle s'est déjà prononcée. Elle dit qu'elle ne reconnaît pas ce qui a été fait. D'ailleurs, ça ne surprend pas. Ça a toujours été comme ça quand les gens sont épinglés dans cette situation. Ils ont toujours dit nier. Elle demande même une contre-expertise, je crois. Bon, attendons si ça aura lieu ou pas. On verra. Mais qui va dépenser pour cette contre-expertise? Peut-être qu'elle va le faire elle-même parce que là, si l'argent qu'elle doit rembourser. Voilà, elle pourra peut-être le financer. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est scandaleux. C'est scandaleux. Peut-être que le mercredi prochain, on verra encore dans quel état d'esprit surtout notre président. Parce que vous vous souvenez que la dernière fois, quand le reporter avait révélé les 200 millions d'ICAO, ça avait choqué, très choqué le président du Faso. Le Conseil des ministres avait dit à sa sortie, le porte-parole du gouvernement notamment avait dit que le président du Faso était très choqué par cette situation au CIAO. Cette fois-ci, c'est 600 millions, 650 millions
on verra dans quel état se trouve le président maintenant. Ah, donc il faut prévoir certainement de l'assistance médicale. Certainement. Oui, Yassine Sanou. Bon, espérons qu'on n'aura pas une commotion au niveau de l'Assemblée et du Conseil des ministres demain. Mais je trouve que, bon, on est là, on a un rapport d'audit de l'ASE. Je pense qu'il y aura une jurisprudence qui est contre-expertise du rapport d'audit. En général, comme l'a souligné le rapporteur de l'ASE, maintenant, il y a un manquant de près de 644 millions qu'il y a, un manquant de caisse en termes de surfacturation, plein de malversations. Il faut le rembourser. La présidente du CSC, son DAF et son directeur des marchés publics doivent le rembourser. Maintenant, on attend de voir. Parce que moi, je me dis, le mal est déjà fait. Le problème s'était posé il y a un an et même quand elle devait être puisqu'il s'agit de la cagnotte électorale de 2015. Donc, c'est la cagnotte électorale qui s'élevait à plus d'1 milliard. Et on estime que dans les différentes... les lignes, il y a quand même, en lisant notamment le dossier fait par l'événement, il y a des lignes budgétaires assez étonnantes quand même. Lorsqu'on voit certains... Je dirais, moi qui ne suis pas financier, il y a c'est un fait qui m'étonne. Je prends simplement deux exemples qui me viennent à l'esprit. Le premier exemple, c'est ces fameuses formations, recrutement et formation des observateurs. On avait prévu dans le budget, si je ne me trompe pas, 40 millions pour les recruter et les former, 200 observateurs. Finalement, on se retrouve avec 100 observateurs pour 34 millions. Je ne suis pas mathématicien, mais il y a un problème quelque part. C'est-à-dire qu'on a plus de la moitié de la somme prévue pour 200 pour former la moitié. C'est-à-dire qu'on a 34 millions pour former 100 alors qu'on avait prévu 40 pour former 200. Donc, il y a quand même un problème dans ce territoire. Il y a autant d'exemples dans les lignes budgétaires. Il y a aussi ces fameux achats de véhicules. Je pense que c'était prévu de payer un car de 30 places, finalement à 30 millions. Finalement, on s'est retrouvé avec 2 pick-up à 40 millions. Sans que le ministère des Finances ne soit informé du changement de destination de l'agent de caissier. Il y a autant d'exemples qui, à mon avis, doivent être expliqués. Et ceux-là qui ne sont pas, qui sont responsables, donc doivent rembourser cet argent à l'État et les procédures qui doivent suivre. Parce que pour moi, aujourd'hui, la SE, on a bien fait de lui donner ce droit de poursuite-là devant les juridictions. Il faut qu'il l'exerce, il faut que réparation soit faite parce que il y va de l'exemple. Tout de suite, il y a un financement qui est en cours pour les élections partielles du 28 mai. Alors, donc, il faut déjà régler le passif pour que cela soit bien géré pour le 28 mai. Donc, il faut ouvrir l'œil pour ce qu'il y a présentement. Oui, Soumaïla Labo. Sur cette question, Fousseni, bon, étant donné que dans 2 réactions que moi j'ai vues de la présidente du CSC, elle conteste la véracité du rapport ou des faits, bon, je préfère être prudent. Je l'ai entendu dans le journal de la RTB Télé. Je ne veux pas rentrer dans les pratiques au niveau de l'ASE, mais l'autorité qui est auditée a le rapport et elle peut dire sur le pré-rapport et elle peut dire sur certains points, elle est d'accord ou elle n'est pas d'accord, voici les justifications. Tout à fait, j'en viens. Je pense que tout ça, ça a été d'abord... J'en viens, tout à fait. Et ça ressort. Oui. Et tout ça, ça a intrigué la présidente, d'après ce que moi j'ai entendu. J'ai dit 2 réactions, parce que pas plus tard qu'hier soir, au 20h de la RTB Télé, je l'ai entendu dire, au détour d'une sensibilisation des journalistes, qu'elle était étonnée par le rapport de la SE et que son institution avait reçu des satisfecits à la fois au niveau national et international et que c'était probablement contradictoire avec un tel niveau de malversation. Parce que pour elle, oui, c'est de ça. Donc il y a un amalgame de genre ici. Non, elle veut dire... elle veut dire pour la gestion des fonds, ça va bien clair. C'était pour la couverture médiatique. Et en cela, ce n'est pas que le CSC qui... Vous n'allez pas comprendre où je vais aller. Elle dit que s'il y avait eu cette ampleur-là de détournement, elle n'allait pas être félicitée au niveau national et international. Voilà. Non, moi, je n'en sais rien. Deuxièmement, j'ai lu dans l'Obs qu'elle conteste le rapport parce qu'elle dit que quand le pré-rapport a été fourni, elle a apporté des preuves, des pièces justificatives et malgré tout ça, aucun élément n'a été pris en compte. Et donc, elle a écrit au président du FASO pour lui demander une contre-expertise. Moi, je préfère que la contre-expertise éventuellement soit faite. Peut-être que les textes ne prévoient même pas ça. Mais ce que je relève, c'est que c'est vraiment embarrassant.
C'est vraiment embarrassant pour une institution de ce niveau et surtout pour la présidente, surtout dans la poursuite de sa mission. Voilà, elle ne peut plus tranquillement travailler. Depuis 1 an déjà, ce n'était pas possible parce qu'elle voulait faire des nominations qui ont été contestées par le contrôleur général d'État, Luc Ibriga. Donc, on est vraiment dans un embarras au CSC où les gens ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Et c'est ça, moi, qui m'intrigue. Sinon, dès que la procédure sera épuisée, s'il y a à rembourser, elle n'a pas d'autre choix que de rembourser avec ses collaborateurs. Mais est-ce que ce n'est pas devant les juridictions que l'innocence pourra être établie? Non, ça c'est le contrôleur général d'État. Étant donné qu'elle a écrit au président du façon, on verra si le contrôleur d'État va encore réagir ou s'il va dire que lui ne s'en mêle plus, que le président gère éventuellement devant les tribunaux. On verra. Oui, Arnaud Ouédraogo. Cette situation me suscite une question. Est-ce que la présidente du CSC est habilitée à demander une contre-expertise? Je ne sais pas. Si c'est le cas, OK. Et si c'est prévu qu'il y ait cette contre-expertise. Mais si ce n'est pas le cas, que la procédure suive son cours normal. Et que, comme Fossé nous le dit, ce soit devant les juridictions que ces explications-là puissent être données. Parce que, tel que le rapport-là le décrit, il y a sérieusement problème. Et pour revenir au sentiment que tu as vis-à-vis de cette situation-là, je le partage. C'est très embarrassant, c'est gênant pour une institution républicaine, encore une institution qui régule la presse et qui, entre griffes, donne des leçons d'éthique et de déontologie à des gens qui font leur travail de tous les jours. Et aujourd'hui, il est difficile, par exemple, au CSC, d'être objectif, enfin, d'être vu en tout cas de façon objective. Donc il y a la question de légitimité. Voilà, même quand il se prononce sur la production d'un média, il y a des journaux qui ont révélé certaines choses sur des pratiques peu catholiques qui se passeraient au CSC. En temps normal, le CSC pourrait avoir son mot à dire en matière de régulation. Maintenant, est-ce que le CSC peut se prononcer objectivement concernant la production de ces médias, par exemple? Non, c'est un problème. Et je pense qu'on gagnerait, ça urge. Il faut qu'on tranche cette question. Et c'est pourquoi je pose la question, est-ce qu'elle peut demander la contre-expertise? Si elle peut le faire, que la contre-expertise soit faite le plus rapidement possible et que le processus suit son cours et qu'on en finisse, quoi. Parce que c'est vraiment embarrassant, vu de l'intérieur comme vu de l'extérieur. Quand je dis vu de l'intérieur, je parle de vu de l'intérieur du monde des médias, comme de l'intérieur du Burkina et tout en dehors aussi. Et oui, Yacinthe, est-ce que c'est votre avis aussi que ça fragilise l'institution? Ça fragilise l'institution et pour moi, comme il dit, ça urge parce que rien que ce week-end, la campagne électorale s'est ouverte, il y a une couverture médiatique, il y a des fonds qui ont été décaissés. Donc il faut trouver déjà le processus pour réguler notre très chère autorité de régulation, comme il a dit, en termes de gestion des fonds de cette campagne-là. Et maintenant, épuiser rapidement, c'est-à-dire s'il y a recours pour cette fois, plutôt que devant la haute de cour, si cette fois-ci il y a recours, s'il y a possibilité de recours, qu'on y aille et qu'on tranche ceux qui doivent payer, ceux qui doivent rembourser, vont rembourser rapidement. D'accord. Oui, juste pour terminer voilà, sur ce sujet. Quelque chose d'autre qui est un peu gênant aussi pour moi, qui m'a intrigué. Lors de la dernière rencontre, lorsque le SG a reçu des représentants de médias pour leur dire comment la couverture de la campagne concernant les élections partielles allait se faire, on nous a fait comprendre que je pense qu'il y a une enveloppe de 20 millions pour accompagner les médias publics, voilà, et qu'il n'y avait rien de prévu pour les médias privés, mais qui sont libres de couvrir, en tout cas autant que faire se peut, cette campagne. Maintenant, une phrase qui m'a paru bizarre, on a dit qu'il n'y a rien de prévu, mais on va voir quand même comment accompagner les médias privés. Bon, on va voir quand même là. C'est quelle ligne budgétaire? En fait, si ce n'est pas prévu, ce n'est pas prévu. Ça peut être avec un accompagnement matériel. Non. Même un accompagnement matériel suscite une dépense. Oui. Voilà. Tout est budgétisé. Moi c'est quelle ligne budgétaire qui fait dire qu'on va voir quand même là comment accompagner les... Ils ont des budgets comme ça. En tout cas, les présidents d'institutions, les ministres en ont. Il y a des lignes budgétaires en fait, qui normalement doivent être des enveloppes assez modestes, bon, qui donnent une marge de manœuvre quoi, au premier responsable. Peut-être. Peut-être. Voilà, c'est ce que j'imagine. En fait, ce que je veux dire, dans le contexte actuel des choses, de telles déclarations suscitent quand même des doutes. Quand on dit qu'il n'y a rien de prévu pour les médias privés par rapport à cette campagne, mais on va voir ce qu'on peut faire pour vous donner quelque chose quand même, pour vous accompagner, vous encourager. Oui, moi je me pose la question. C'est quelque chose quand même là, ça, dans le budget là, ça vient d'où? Voilà. Okay. Bien, on va évoluer
avec l'accident sur la route de Paul-Ladjibama, il semble que c'est la vitesse qui est mise en cause dans l'accident qui a causé la mort de près d'une vingtaine de personnes. Et finalement, on se pose parfois la question de savoir à quoi sert l'ONASER. Non, plus que même l'ONASER, à quoi sert le ministre de la Sécurité? Oui, moi je pose cette question parce que il y a eu récemment un drame sur la route de Bobo qui avait fait beaucoup de morts. Voilà, où le ministre de la Sécurité avait pris la ferme décision que désormais les vitesses, je parle d'ailleurs de vitesse qui serait la cause de cet accident, pour les cars, les compagnies de transport, les vitesses allaient être plombées. On ne pouvait plus faire une certaine vitesse sur nos routes. C'était dans le feu de l'émotion qu'avait suscité cet accident, qui avait fait beaucoup de gosses chauds dans son temps. Il a fait la déclaration. Mais aujourd'hui, où on en est avec cette décision-là, de plomber les véhicules de transport en commun? Rien du tout. Et je me souviens qu'avant ça, il y a eu encore d'autres drames comme ça sur les routes de Bobo et même ailleurs, où nos autorités, chaque fois quand le drame se passe, on se lève, on fait des grosses déclarations, on dit on va faire tant, on va faire tant. Mais dès que l'émotion retombe, on rentre aux oubliettes, on attend encore l'autre drame encore pour faire encore des déclarations. Et je crois qu'on est bien parti pour chaque fois pleurer nos morts. Et puis on va pas, comment on va faire? Les morts vont toujours mourir sur la route et puis bon, on va continuer de les célébrer, il n'y a rien à faire. C'est ce qu'il faut retenir. Oui, Yassine Sanou. Non, juste, c'est encore déplorable, 18 morts, 4 blessés, dont 2 Burkinabés et 2 Ghanéens. C'est vraiment un énième accident de trop. Mais juste pour la question du plombage de véhicules que vous avez évoqué, nous avons posé la question à l'ONASER à la suite de l'accident. Il y a effectivement des compagnies de transport, puisque au départ, il y avait la question de l'autorité, de l'organe même qui pouvait faire techniquement vérifier ce plombage-là. Et donc, le CCV a été impliqué. Mais donc, aujourd'hui, il y a une préliste des compagnies de transport qui plombent leurs véhicules. Et je pense que c'est en cela qu'on doit présager pour l'avenir. Et je pense que comme dans le domaine aérien, on le voit, il faut qu'on ait une liste noire de ces compagnies-là. Ça dit qu'il faut qu'on puisse publier, on puisse permettre en tout cas à l'organe qui juridiquement, à ces organes-là, de publier la liste des compagnies de transport qui n'ont pas, qui ne respectent pas les normes en matière de sécurité routière. Donc, ça va permettre déjà d'avoir une certaine responsabilité des compagnies, mais également aux usagers de prendre leurs dispositions. Mais au-delà de cela, je pense que aussi ces genres d'accidents sont un peu trop itératifs. Pourquoi on n'aille pas, dans le cadre de poursuites judiciaires, à aller plus loin, c'est-à-dire qu'à médiatiser ce qui est fait en termes de poursuites judiciaires des personnes responsables pour permettre donc de servir d'exemple. Mais je pense que la sensibilisation aussi ne doit pas s'arrêter. Parce que chaque jour que Dieu fait, il faut sensibiliser sur les risques. Vous l'avez dit, à la règle, en cette matière, c'est la vitesse qui est mise en cause, puisque avec le facteur humain, puisque le véhicule, le cas de transport, s'est déporté sur le côté du véhicule de transport de bétail, et donc il y a une collision frontale. Donc il faut encore sensibiliser sur les mesures à prendre avant de prendre le volant, les bons gestes à adopter, parce que ça ne va pas manquer de... Voilà, il faut toujours sensibiliser, encore sensibiliser. Oui, on va terminer, il nous reste 5 minutes, on va terminer juste avec la Côte d'Ivoire. Un mot sur la mutinerie, la nouvelle mutinerie en Côte d'Ivoire, malgré la fermeté du gouvernement. On a vu que les mutins ne sont pas non plus prêts à céder. En Côte d'Ivoire, là, en tout cas moi, dans mon analyse, j'avais prévu des choses comme ça vers la fin du mandat du président. Parce qu'Alassane Ouattara est dans une mauvaise passe. Les accords qu'il a avec ses partenaires du PDCI, en l'occurrence à travers son parti, le RDM, sont tels qu'il va y avoir une guerre de succession là, si ça n'a déjà commencé. Donc dans tout ça, il faut vous dire que des gens peuvent mettre en mouvement tout ce qu'ils ont comme appui. Je ne dis pas que Guillaume Soro est derrière ces mutineries, non, les gens réclament leur argent, tout ça. Mais il n'y a rien d'anodin aussi. Il n'y a rien d'anodin. Donc, Alassane Ouattara devrait, avec son ami Henri Konan Bédié, vraiment trancher, quoi. Trancher dans la question de la succession. Parce que moi, ce que je lis, c'est que Alassane Ouattara veut faire la part belle à son parti, le RDR, alors que dans les termes du contrat, c'était après le RDR, le PDCI, quoi.
c'était après le RDR, le PDCI. Mais tel que les choses se présentent, Guillaume Soro veut être président après Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko aussi le veut, Amadou Gon Coulibaly le veut, et puis le PDCI ne dit même pas qui va remplacer Alassane Ouattara si on respecte les termes de l'accord. Donc l'un dans l'autre, là, le pays va être vraiment ingouvernable dans les mois à venir. Parce que les mutins, là où les anciens mutins, ils en profitent. Et ils savent qu'aujourd'hui, le président est obligé d'accéder à leurs revendications parce qu'il n'a pas d'autre choix pour avoir la tête assez libre pour gérer cette querelle-là de succession. Oui, Arnaud Ouedraogo. Oui, bon, je pense tout simplement que les adolâtres, là, les supporters de Ado, vont commencer à se mordre le doigt parce que pour moi, il est en train de se faire mordre par le serpent qu'il a nourri. Ça, c'est la rançon de tout ce que vous voulez, de la compromission et tout. Voilà. Tout le monde savait à qui profitait la rébellion quand elle a été déclenchée en 2002. La suite l'a confirmé. Aujourd'hui, ces gens, après service rendu, vont réclamer leur dû. C'est ce qui se passe. Maintenant, si dans la gestion de cette crise, il y a une cacophonie, qu'aujourd'hui, on dit, oui, on va accéder à vos doléances en vous donnant vos 12 millions que vous réclamez. Après, on donne 5 millions, on dit, le reste, là, on va transformer ça en villa. Mais écoutez, ces gens ont sacrifié leur vie pour que d'autres personnes accèdent au pouvoir. Ils ne sont pas prêts à certaines concessions. Et moi, j'ai peur pour les Ivoiriens. Je ne parle pas des hommes politiques parce que bon, ils ont toujours une fenêtre de sortie. Ou, voilà. Mais j'ai peur pour la population ivoirienne. Parce qu'en 2002, ça avait commencé comme ça. Et le motif, c'était l'ivoirité, l'exclusion des gens du Nord. Aujourd'hui, le motif, mais c'est donne-nous notre dû, donne-nous notre djé, comme disent les Ivoiriens en Nouchi. Maintenant, je ne vois pas d'autre issue pour Ado, si ce n'est soit mater cette mutinerie, toute rébellion est à mater, c'est ce qui est dit dans le jargon militaire, soit accéder aux exigences de ces enfants gâtés-là, ou bien de ces anciens valets-là, pour que les Ivoiriens soient dans la quiétude. Oui, juste un mot, Yacine, pour qu'on conclue avec... Non, moi je pense que ici, là, il y a un fait que peut-être les chefs d'État n'ont pas encore intégré, plus rien ne sera comme avant. On a vu jeudi soir un semblant de théâtre à la télévision ivoirienne avec des mutins qui demandaient pardon, voilà, qui ont fait le mea culpa et qui renonçaient au reste des primes. Vendredi matin, ça tire à Boaké, ensuite à Daloa, à Abidjan et même à Abidjanville. Donc ça veut dire que c'était vraiment du saupoudrage ce qu'on a essayé de faire, vraiment avec la complicité de toutes les hautes autorités ivoiriennes. Donc je pense qu'il faut arrêter cela. Vous êtes en train de régler un problème, comme l'a dit Arnaud. Soit vous y allez franchement, soit vous décidez vous êtes en droit aussi de mater. Et vous matez avec les conséquences qu'il faut. Mais tourner, faire du mouta-mouta en terre ivoirienne, ça ne marche pas. Et la preuve est qu'on est encore là. Et j'espère, on croise les doigts, étant donné le lien ombilical entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, que tout va rentrer dans l'ordre, en tout cas pacifiquement, pour qu'on puisse redémarrer nos échanges cordiaux et de pays frères. Voilà, c'est sur ces mots que se referme le débat de presse de ce dimanche. Merci à tous les quatre d'être venus. Je rappelle que Ladji Bama était là pour le compte du reporter. Il est le rédacteur en chef de ce journal d'investigation. Ensuite, autre invité, Hyacinthe Sanou de Omega FM, Soumaïla Rabo de Savane FM et Arnaud Ouedraogo de l'Observateur Palga. Merci à tous les quatre d'être venus pour le débat de presse de ce dimanche. Merci à vous également pour votre attention et à dimanche prochain pour un autre débat. Au revoir.